Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. On est ensemble pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 17 novembre. L'Ukraine veut acheter jusqu'à 100 Rafales. C'est le chiffre qui restera après la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Une déclaration d'intention qui scelle un partenariat stratégique pour la décennie à venir. Un soutien symbolique aussi alors que le président ukrainien traverse une double crise, défaite militaire dans le Donbass et scandale de corruption à Kiev. Que peut changer cette annonce? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, cette question: jusqu'où les robots et l'intelligence artificielle vont-ils remplacer les humains? Ils peuvent s'adapter à presque tous les rôles que les humains lui demandent d'accomplir. Il peut être nounou à domicile, chef cuisinier à domicile, jardinier à domicile. Il peut être formé pour accomplir toutes ces tâches. En attendant ce robot d'intérieur multitâche, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont d'ores et déjà supprimés par des grands groupes aux États-Unis et en France. Quels sont les métiers en voie de disparition? Pourquoi la génération Z, celle qui arrive sur le marché du travail, est particulièrement touchée? Ne ratez pas l'analyse, la confrontation aussi, les avis divergents de nos experts. Ce sera dans 3 quarts d'heure sur ce thème, mais aussi sur l'engagement renforcé de la France aux côtés de l'Ukraine. Vous pouvez réagir, poser vos questions grâce à ce QR code, notamment sur ce que le président ukrainien qualifie d'accord d'armement historique. Fabien Recker. Sur le tarmac de Villacoublay, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky s'engagent sur la livraison par la France d'une centaine d'avions Rafale à l'Ukraine. Une simple déclaration d'intention à ce stade, sans calendrier précis. Le président ukrainien salue tout de même une avancée cruciale. C'est un accord historique. Il est très précieux que la France prenne une telle mesure pour garantir une véritable sécurité en Europe. L'accord franco-ukrainien prévoit aussi la livraison de systèmes de défense anti-aérien nouvelle génération et de drones. Il souligne surtout l'engagement à long terme des Européens aux côtés de l'Ukraine, affirme Emmanuel Macron. Nous sommes prêts à continuer à aider l'Ukraine à résister, mais aussi à se préparer à la suite. Et par les livraisons capacitaires et les engagements que nous avons pris, comme par les travaux de planification, nous avons montré que du court terme jusqu'aux années à venir, nous nous mettons en situation d'être aux côtés de l'Ukraine. Reste la question du financement de ce projet colossal dans un contexte de compétition entre industriels européens et américains de l'armement, et tandis que l'Ukraine manque déjà cruellement d'argent pour soutenir son effort de guerre. Pour un financement aussi conséquent concernant une centaine, voire 150 Rafales, avec tout l'armement qui va avec, sur le long terme, le financement est très compliqué. C'est évidemment pas la France qui va pouvoir financer ça. Est-ce que ça va être un financement qui viendra du côté de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'Ukraine? Tout ceci n'est pas encore complètement bouclé. L'accord intervient alors que Moscou multiplie les bombardements sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, qui se prépare à vivre un 4e hiver de guerre particulièrement rude. Et on se demande pourquoi la France monte en première ligne. Je vous présente tout de suite les invités de ce débat. Ulrich Bouna, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes analyste géopolitique, chercheur associé à Eurocréative, spécialiste de l'Europe de l'Est. Marie Gégaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste spécialiste de la Russie au Monde et vous avez été correspondante à Moscou. David Cadier, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM, enseignant à Sciences Po Paris et au Collège d'Europe à Bruges. Et Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène, comme tous les lundis, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public. Une question très générale pour commencer, je fais un premier tour de table. Que signifie pour vous ce partenariat militaire signé entre la France et l'Ukraine? Ulrich Bouna. Je pense qu'il a déjà une valeur symbolique importante, qui est qu'effectivement la France, et comme d'autres pays européens, mais là, particulièrement la France, montre qu'elle s'engage à très long terme, d'ailleurs ça a été dit par le président Macron, sur la sécurité de l'Ukraine. Ça montre aussi que l'Ukraine va plus ou moins en fait faire partie de l'architecture de sécurité de l'Europe à très long terme, avec du matériel otanien à défaut de faire partie de l'OTAN au moins à court terme. Mais il y a aussi un engagement très concret à très court terme, parce que là effectivement on a beaucoup parlé des Rafales, mais le très court terme c'est aussi la fourniture de drones, anti-drones, et on voit se constituer en fait une base industrielle de défense, on va dire entre les Ukrainiens et les Européens. Il y avait déjà eu de nombreuses annonces avec les Danois, les Britanniques notamment, et on voit que la France se positionne sur ce sujet-là, et donc c'est aussi une façon pour la France de peser dans l'avenir économique de l'Ukraine. Et puis ça intervient quand même, Marie Gégaud, dans un contexte qui est particulièrement compliqué pour
l'Ukraine en général et pour Volodymyr Zelensky en particulier. Oui, un hiver très très difficile là pour l'Ukraine, donc qui est entrée dans sa 4e année de guerre. Très difficile pour Zelensky parce que sur le terrain, son armée est en difficulté, notamment à Pokrovsk, une ville clé du Donbass, mais qui est quand même assiégée par les Russes depuis à peu près 17 mois. Donc il va finir par tomber. Mais là, il y a eu une réelle avancée des Russes ces derniers mois parce qu'ils ont mis le paquet, 150 000 hommes. L'Ukraine, elle, en revanche, manque de bras, manque d'hommes. Et une situation difficile aussi personnellement pour Zelensky à cause de, vous l'avez dit, ce scandale de corruption qui quand même l'éclabousse. Donc la découverte d'un réseau de corruption au sein des entreprises énergétiques sur cette affaire-là, et notamment l'une des questions à laquelle on répondra, c'est à quel point ça touche un cercle relativement proche du président ukrainien. On va écouter Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, il y a le chiffre que moi j'ai donné en titre, que tout le monde va un peu retenir, ce chiffre de 100 rafales, jusqu'à 100 rafales, dit le président Macron. Et puis l'acquisition jusqu'à 100 rafales, donc nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. C'est là une nouvelle génération qui s'ouvre après la livraison des Mirage 2000, qui avait été actée il y a plusieurs mois, et la formation des pilotes. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale, avec les programmes de formation qui doivent les accompagner, et les programmes évidemment de production. Alors il y a une part de communication, David Cadier, parce que jusqu'à 100 rafales, le chiffre claque, mais à quel point c'est réaliste d'annoncer ça ? C'est effectivement très symbolique. C'est facile à se souvenir, 100 rafales, sachant qu'on parlait des Mirages. Les Mirages, 6 étaient promis, 3 ont été livrés. Donc on voit le changement d'échelle. Ça souligne quand même la volonté de la France d'afficher un soutien fort à l'Ukraine, de se positionner en leader européen sur ce point. Mais ça soulève effectivement un certain nombre de questions, puisque ces rafales, pour l'instant, ne sont pas produits et surtout, ils ne sont pas encore payés. Oui. On n'atteindra peut-être jamais ce chiffre de 100 rafales, ne serait-ce qu'en capacité de production actuelle pour sortir des rafales. On en sort combien par an ? Alors, c'est une lettre d'intention, oui, c'est pas un contrat, ça peut aller jusqu'à 10 ans, et parfois les lettres d'intention ne sont pas menées à terme. Donc c'est encore une fois une volonté de s'engager stratégiquement en faveur de l'Ukraine. Oui, avec quand même, donc on a parlé du symbole, Ulrich Bouna, alors il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays d'Europe, mais on a un peu ce sentiment que, surtout dans le contexte que décrivait Marie Gégaud, la France se place un peu, même dans les propos du président, en meilleur allié de l'Ukraine ce soir. Complètement. Est-ce que vous diriez ça, oui ? Oui, complètement, mais ça fait déjà quelques temps en fait. Lorsque la France avec le Royaume-Uni a lancé la coalition des volontaires, il y avait déjà cette volonté d'être au premier rang, mais c'est assez logique en fait. La France est l'une des principales puissances militaires d'Europe au sens large, c'est une puissance atomique, donc c'est un pays qui, lorsqu'il parle, est écouté à Moscou. C'est ce qui explique d'ailleurs aussi un petit peu l'hystérie de certaines réponses à Moscou par rapport à ce que dit le président français. Et donc c'est en quelque sorte aussi le rôle de la France. La France a pendant très longtemps porté cette idée d'autonomie stratégique de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. Et donc effectivement, dans un contexte où la Russie est extrêmement menaçante, si la France veut que ça avance, cette idée-là, et veut être crédible, il faut qu'elle rassure bien évidemment ses alliés européens, mais qu'elle soit aussi présente en Ukraine, parce que c'est en quelque sorte la première ligne de la défense de l'Europe. C'est une constante, une constante d'Emmanuel Macron notamment, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, ou est-ce qu'il a été un peu plus flou que ça ? Alors, par rapport à l'autonomie stratégique européenne, ça je pense que ça date d'il y a très longtemps. En revanche, c'est le positionnement par rapport à l'Ukraine. Je pense qu'il y a eu un basculement, sans revenir au tout début de la guerre, où effectivement, il essayait un peu de ménager la chèvre et le chou. Il voulait maintenir un lien avec Voilà, avec je pense qu'il y a eu un vrai basculement à partir des véritables exactions et des massacres qui ont eu lieu en banlieue de Kiev, notamment à Boutcha. Ça a probablement provoqué en fait une prise de conscience à l'Élysée qu'effectivement il n'était plus vraiment possible de discuter avec Vladimir Poutine et que donc il fallait véritablement appuyer l'Ukraine pour l'aider à se défendre. Je rebondis sur ce que vous disiez là sur le fait que ce qui se dit à Paris est très écouté à Moscou et provoque des réactions parfois exagérées ou hystériques de la Russie. Ça veut dire que la France devient aussi, alors c'est pas nouveau, mais une cible privilégiée de Moscou, peut-être encore plus ce soir. Marie Gégaud, on est dans un processus électoral, on sait qu'il y a des tentatives de déstabilisation des processus électoraux. Certainement, on peut parler aussi des survols de drones, de petits drones, donc
pour le moment, qui n'ont pas été attribués. On ne sait pas officiellement de qui ils viennent, mais c'est quand même une sorte de pied de nez, parce que ces drones ont survolé des zones militaires sensibles, une usine de production de poudre à Bergerac, la base de Mourmelon, un autre encore site à Mulhouse, je crois. Enfin, on voit bien qu'en effet, la Russie est à l'écoute et que cette affinité française avec l'Ukraine, et d'ailleurs dans la presse russe, c'est sans arrêt mentionné, c'est-à-dire que il est toujours dit que les Français et les Britanniques sont ceux qui s'opposent à la paix, que Trump et Poutine essaient de bâtir. Est-ce que vous diriez que la Russie nous teste, en quelque sorte, David Cadier, avec ses survols de drones, avec cette guerre hybride informationnelle? C'est possible. Elle teste la cohésion également de l'Alliance Atlantique, a fortiori un moment où des questions se posent sur l'attitude qu'adopterait Washington en cas d'une attaque ouverte de la Russie contre un État de l'OTAN, un État européen. Mais oui, c'est beaucoup une question de signalement stratégique. Mais tout comme la Russie nous teste, je pense que la France, avec ce message aussi, cherche à envoyer des messages. Et une des constantes de la position française a été de chercher à signifier à la Russie que le temps ne jouait pas en sa faveur. Et donc, en signifiant qu'on est prêt à s'engager sur le long terme dans le soutien militaire à l'Ukraine, on cherche justement à signifier à Moscou que l'Europe continuera à aider l'Ukraine et donc qu'il faudra arriver à une négociation puisque c'est comme ça. Oui. Surtout depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Évidemment, il y a ce soutien, il s'inscrit aussi dans ce moment, dans cette temporalité. Donald Trump est une inconnue fondamentale dans l'équation de sécurité européenne, absolument. Et c'est quelque chose qui est guetté à Moscou. Oui. Alors, on va rentrer dans le détail de ce qui a été annoncé aujourd'hui lors de cette signature là, à Villacoublay entre les deux présidents. Et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Bonsoir Steve, on a commencé à en parler évidemment. Qu'est venu chercher Volodymyr Zelensky à Paris? Effectivement, vous en parliez. Une lettre d'intention, Thomas, a été signée entre les deux dirigeants. C'est un document qui n'est pas un contrat, qui n'a donc aucune valeur juridique, mais l'Ukraine s'est donc engagée à acheter jusqu'à 100 avions Rafale dans les années qui viennent. Écoutez. L'Ukraine recevra 100 avions Rafale, 4 radars français très puissants, 8 systèmes de défense aérienne SAMP-T, 6 lanceurs. Ce sont des détails peut-être techniques pour certains, mais ils sont très importants pour nous. Dans les éléments communiqués par l'Elysée, Thomas, en dehors des Rafales, l'Ukraine promet d'acquérir des systèmes de défense sol-air nouvelle génération, ainsi que des drones et des nouveaux lots de bombes propulsées. Et qui va payer pour tout ça? Est-ce que c'est les Français, par exemple? Très bonne question. Merci, surtout quand on sait qu'un appareil Rafale coûte entre 70 et 80 millions d'euros à la fabrication. La commande de Kiev pourrait donc s'élever au total à 8 milliards d'euros, mais l'Elysée l'assure, les Français ne mettront pas la main à la poche. C'est l'Ukraine qui paiera avec le soutien de l'Union européenne. L'Union européenne et ses différents dispositifs mis en place pour soulager l'effort de guerre face à la Russie. Et si on remonte quelques années en arrière, 2022, si on additionne, combien la France a-t-elle donné à l'Ukraine pour sa défense? Au total, ce sont quasiment 9 milliards d'euros d'armes qui ont été fournis à l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Dans le détail, il y a des missiles anti-chars, de l'artillerie lourde, des lance-roquettes, des véhicules blindés, des avions Mirage, des systèmes de défense sol-air. À ça s'ajoutent des équipements individuels, Thomas, comme des casques, des gilets pare-balles, des GPS, des trousses de premiers secours ou encore des jumelles de vision nocturne. Et puis, il y a aussi un soutien plus immatériel, Thomas. Depuis le début de la guerre, la France a formé plus de 14 000 soldats ukrainiens selon le ministère des Armées. Merci beaucoup Steve Jourdain. Je vais reposer la bonne question soufflée par Steve Jourdain, qui est aussi la question qui fâche quand même, Ulrich Bouna, qui paye. C'est une vraie question. Vraie question. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le budget de l'Ukraine est à peu près à 50% abondé par les États de l'Union européenne et par les États-Unis, mais les États-Unis ne donnent plus rien désormais. Donc il y a une vraie question. Il y a déjà un trou de à peu près 60 à 70 milliards dans les 2 prochaines années pour l'Ukraine, qu'il va falloir combler d'une façon ou d'une autre. C'est toute la question de savoir ce que l'on fait des avoirs russes aussi. Est-ce que les Européens vont continuer à payer tout seul ou est-ce qu'au bout d'un moment on va mobiliser cet argent avec toutes les questions que ça pose derrière? Mais donc effectivement, c'est une vraie question. On peut envisager, il y a différents mécanismes. Il faut bien, juste pour avoir
peut-être qu'actuellement, les armements militaires américains qui sont fournis sont payés par un mécanisme mis en place qui s'appelle le PURL, où en gros un certain nombre d'États, notamment européens, mettent au pot commun pour acheter ces armements à l'Ukraine. Donc on pourrait envisager peut-être ce genre de schéma pour acheter des armements français ou suédois. On peut parler aussi des 150 Gripen pour acheter. Et il faut bien comprendre aussi que, alors certes c'est une dépense, mais c'est aussi un investissement. Tout cet argent revient entre guillemets en partie, surtout pour construire notamment des avions Rafale en France. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'il y a... Alors, vraiment, je pose des questions volontairement un peu naïves, mais je pense que pas mal de nos téléspectateurs, téléspectatrices se les posent. Est-ce que l'Ukraine remboursera ou est-ce que c'est absolument pas prévu dans ces accords ? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais actuellement, l'Ukraine n'a pas la capacité financière d'acheter 250 avions de chasse. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un point de vue stratégique, c'est nécessaire. Quand bien même il y aura un cessez-le-feu un jour, l'Ukraine va devoir être capable de dissuader la Russie de recommencer. Et ça passe par avoir notamment une aviation crédible, ça passe aussi par avoir une armée de terre crédible. Mais comme l'a dit le président de la République, on est sur vraiment quelque chose de long terme. Il a parlé de régénération de l'armée ukrainienne et c'est vraiment ça, en fait. Donc à long terme, est-ce que l'Ukraine paiera ces 250 avions de chasse ? Probablement pas, mais il y aura sans doute des mécanismes à mettre en place, mais là, c'est tout le débat actuel. Oui, et c'est l'une des questions qu'on abordera dans ce débat, le rôle central que pourrait jouer une armée ukrainienne aguerrie pour la défense de l'Europe dans les prochaines années. Alors, il n'y a pas que des armes américaines, Marie Gégaud, on l'a évoqué là, évidemment, en détail. Il y a notamment, je veux bien que vous nous racontiez ça, un système de défense aérienne, de drones qui est développé par des entreprises, des start-up françaises. Oui, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du paquet qui a été signé là, mais dans le cadre d'une initiative de l'OTAN qui s'appelle Innovation Challenge pour l'innovation, quelque chose comme ça. Des start-up ont été sélectionnés pour fabriquer des contre-mesures aux drones russes, aux bombes planantes russes qui sont vraiment terribles pour les Ukrainiens. Il faut imaginer des grosses bombes qui peuvent porter, je ne sais pas, probablement plus de 1000 kilos d'explosifs et qui aujourd'hui ont été améliorées par les Russes, donc elles sont aujourd'hui guidées. Et elles peuvent être tirées, elles peuvent faire 90 km à partir du point d'où elles ont été tirées. Et donc là, c'est un système de défense contre ces bombes russes et même contre les missiles. Voilà, un système intégré de défense avec des drones. Et donc, les spécialistes le décrivent comme un champ de mine aérien. C'est-à-dire que, alors, deux start-up françaises sont à l'origine de ce mur de drones. On a beaucoup utilisé cette expression de mur de drones. Là, ce qui est très intéressant, c'est que sont des petits drones apparemment, mais ils peuvent faire une sorte de mur avec 1000 drones lancés en même temps qui s'attaqueraient donc à toutes ces bombes planantes, les drones d'attaque Shahed, les grands drones russes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne fonctionnerait pas avec du GPS. Ça pourrait fonctionner avec une cartographie en 3D. Enfin, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très innovant et très adaptatif parce que c'est dans des petits containers portatifs, donc ça peut être rapidement changé de place. Ce qui est intéressant, je reviens vers vous, Loïc Bouna, pardon Marie, c'est l'innovation permanente, quoi. On est dans une guerre où on n'imagine pas aujourd'hui, on n'imaginait pas il y a 4 ans ce qui se passe sur le front aujourd'hui. Non, mais c'est ça, en fait, la guerre en Ukraine, il y a vraiment deux aspects qui sont presque complètement paradoxaux, c'est-à-dire qu'on est presque sur une guerre du début du XXe siècle avec des tirs d'artillerie sans discontinuer avec des gens isolés dans des trous, etc. Et à côté de ça, on a effectivement une guerre ultra technologique avec des drones qui sont à modifier quasiment en temps réel parce qu'en gros, les brouillages, etc. sont tout le temps modifiés. Les Russes améliorent tout le temps leurs bombes planantes, leurs drones, et donc il faut être capable d'être ultra réactif. C'est en ça que les startups sont intéressantes. Et c'est surtout que les produits notamment proposés par Alta Ares et Armatan sont surtout à un coût extrêmement faible. Il faut comprendre qu'un drone Geran 2 russe, c'est 20 à 30 000 $. Et donc, effectivement, on a des systèmes pour les abattre à des missiles qui valent 10 à 50 fois plus cher. Et donc, ce que propose ce genre de start-up, c'est des petits drones qui coûtent peut-être 2 à 3 fois moins cher que effectivement, ces Geran-là. Et donc, c'est finalement une solution qui est viable économiquement. C'est ça aussi l'intérêt. Oui, et surtout l'intelligence artificielle. Ce système serait intégré, il fonctionnerait entièrement à l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a même pas
besoin de former des opérateurs de drones, parce qu'en fait, tout se fait tout seul, y compris la maintenance, y compris le remplacement. Enfin, ça a l'air d'être vraiment... Ce qui est passionnant dans ce que vous nous dites, c'est que, on le sait, mais la guerre, c'est aussi du business et de l'économie. C'est la logique d'abattre, d'utiliser un missile à, je ne sais pas, 1 million d'euros pour abattre un drone qui en vaut 30 000, c'est totalement absurde. Donc on est dans cette logique-là. Et question d'Alban qui nous écrit du Mans, qu'est-ce que la France y gagne réellement? Effectivement, il y a pas mal de questions comme ça qui nous arrivent sur le fil. David Cadier, là on parle d'armes françaises, mais ce qu'on est en train de mettre en place au niveau européen, ça sert surtout à quoi? Acheter des armes américaines encore aujourd'hui, quand même. Justement, cet accord essaye de changer cette logique-là. Parce que le débat est, est-ce qu'il est préférable d'acheter, comme on dit, sur étagère, c'est-à-dire des armes qui sont déjà produites et disponibles, et donc qui sont plutôt américaines, ou des partenaires européens comme la Pologne ont acheté coréen, ou est-ce que, puisqu'il s'agit principalement maintenant de fonds européens, puisque si les Américains n'ont pas retiré leur aide à l'Ukraine, ils ont maintenant décidé que c'est les Européens qui devraient en payer le coût. Est-ce qu'il n'y a pas une logique, est-ce qu'il n'y a pas une justice à ce que cet argent européen, en fait, serve à développer l'industrie d'armement européenne? Oui, mais alors il y a les deux temporalités dont on parlait, c'est-à-dire qu'il y a l'urgence, et là peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'armes européennes, vous allez peut-être me contredire, et puis il y a la vision à un peu plus moyen terme, c'est ça? C'est ça, et je pense que ça sera un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y aura des achats immédiats, mais dans le long terme, c'est très important que la base industrielle de défense européenne, française non seulement, se développe, mais aussi s'intègre de plus en plus avec la base industrielle de défense ukrainienne, et c'est un des enjeux également de cet accord. Anne-Charlène, vous vouliez intervenir? C'est vrai que moi, je me dis que cet accord tombe peut-être au plus mauvais moment pour les deux hommes, parce que, alors on va en parler pour le président Zelensky, mais moi je me demande jusqu'à quel point la critique du Emmanuel Macron va en guerre, la question finalement du coût de tous ces armements, de ce qui est mis sur la table, alors qu'il faut le rappeler, le président est totalement incompétent en matière financière, c'est le Premier ministre qui est en train de se battre, de ferrailler à l'Assemblée nationale. On a le sentiment que c'est presque un peu indécent, et j'ai peur que ça nourrisse finalement une forme d'opinion contre le soutien à l'Ukraine. On le sait, ça commence à s'affadir beaucoup aux États-Unis, et l'Union européenne est finalement la dernière à avoir des opinions qui soutiennent. Donc, à votre avis, quel est finalement l'apport de tout ça à cette hostilité des opinions? Alors, peut-être Marie, vous pouvez réagir, et je rajoute, ça rejoint une question de Jean-Claude Damien qui dit « Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. La France rentre concrètement dans le soutien massif à l'Ukraine. Est-ce que ça fait de nous une cible pour la Russie ?» On a un peu commencé à répondre tout à l'heure, mais ça rejoint ce sentiment d'une partie de l'opinion française sur, attention, au risque que l'on prend à monter si haut dans le soutien à l'Ukraine. Marie. Oui, il est certain que les populistes de tout poil vont se saisir de cet argument, comme d'habitude, en disant voilà, la France est en slip et en chaussettes, pourquoi est-ce qu'on va aider l'Ukraine? Mais il faut voir, ça c'est une vue à courte vue. C'est à courte vue, il faut voir sur le long terme. On a des chefs d'état-major qui, tous les 4 matins, nous expliquent qu'on va se retrouver en guerre contre la Russie d'ici à 2030, même 2028, a dit, je crois que c'est le ministre de la Défense allemand aujourd'hui ou hier. Enfin, peu importe, mais il faut voir quand même sur le long terme, d'autant, comme l'a dit David, ça va être quand même aussi la montée en puissance de notre industrie d'armement, mais pas seulement. Regardez ces petites start-up géniales qui mettent au point ce mur de drones qui, si ça se trouve, va permettre de sauver des vies en Ukraine. Quand même, l'Ukraine, ils se prennent à peu près 1700 drones chaque semaine. Toutes les infrastructures énergétiques sont par terre. Les gens peuvent plus se chauffer. On voit que les immeubles civils sont attaqués. Donc il y a énormément de civils qui sont touchés. Il y a quelques morts, peut-être une dizaine par jour. C'est pas énorme parce qu'il y a la défense aérienne arrive à bien maîtriser quand même. Mais il y a beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts. C'est un champ de ruines, l'Ukraine. On ne peut pas laisser faire ça au cœur de l'Europe, et tout le monde a bien compris que l'architecture de sécurité européenne, il y a une très bonne analyse de l'INSERM là-dessus, ne pourra pas se faire avec la Russie. Elle va se faire, comme l'a dit Ulrich, elle va se faire avec l'Ukraine. Donc il faut y aller, là, c'est le moment d'y aller. Et d'ailleurs, cette guerre hybride, alors on ne va pas décider maintenant qui est à l'origine, mais la Pologne, il y a eu un acte de sabotage ferroviaire aujourd'hui sur la ligne entre la Pologne et l'Ukraine. À l'instant, le procureur qui nous dit que la Pologne soupçonne que le sabotage ferroviaire a été commis pour le compte d'un service de renseignement étranger. Voilà, c'est une formule pour faire comprendre ce à quoi on pense tous évidemment à l'heure dite. Mais je voudrais qu'on vienne on a commencé à l'évoquer, mais sur la situation
sur le front, parce qu'on va parler de la corruption qui est quand même l'un des gros cailloux dans la chaussure de Zelensky, mais il y a aussi la situation militaire. Vous parliez des frappes, vous parliez des drones, des morts. On va écouter un militaire ukrainien dans le cimetière militaire national qui est dans la province de Kiev. Ce sont nos héros qui ont choisi le moment le plus difficile pour l'État afin de se battre pour lui, afin qu'il n'y ait plus d'occupation, plus d'empire, plus d'autres nations qui veulent détruire les Ukrainiens. Et nous connaissons notre histoire, elle est difficile. Et maintenant, nous écrivons de nouvelles pages. Mais grâce à ces personnes, nous écrivons cela en ukrainien. Et pour nous, c'est extrêmement important. Alors, je commence avec vous, David Cadier. La situation sur le front, donc on a évoqué tout à l'heure la ville de Pokrovsk, donc qui est un nœud ferroviaire, c'est un site important qui menace de tomber. Effectivement, ça fait longtemps que la Russie essaye d'avoir cette ville. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce soir ? La Russie progresse doucement, oui. Mais si on regarde ce qui s'est passé sur les derniers 12 mois, elle a progressé. Et donc effectivement, les nouvelles du front ne sont pas forcément bonnes à l'heure actuelle. Il y a des aléas, ça peut changer, mais pour l'instant, la dynamique est plutôt négative, et notamment à cause de questions d'effectifs, en fait, de mobilisation. C'est pour ça que les armes pour l'Ukraine dont on parle aujourd'hui sont un élément, mais le vrai déficit de l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est plutôt des dynamiques de mobilisation qui, quand on compare aux dynamiques de mobilisation de l'armée russe, sont de plus en plus défavorables, et c'est ça qui inquiète les experts militaires sur les mois à venir. Parce que déjà, démographiquement, la Russie a le terme est horrible, mais un réservoir humain qui est beaucoup plus important. Et puis il y a aussi la stratégie russe qui est peut-être moins regardante au sort de ses soldats. Est-ce qu'on peut dire ça, David Cadier ? Alors, c'est effectivement deux pays qui sont de taille totalement incomparables, mais c'est également, il y a un pays qui est agressé, donc qui défend son territoire. Et si les Ukrainiens aussi ont refusé de lâcher certaines villes qui, peut-être d'un point de vue stratégique, étaient moins importantes, parce que c'est vraiment symbolique pour eux. Ouais. Est-ce que ça renforce ce qui est en train de se passer dans le Donbass, Ulrich Bouna, les prétentions finalement de Vladimir Poutine ? En tout cas, c'est comme ça qu'il va le présenter. Effectivement, c'est aussi la raison pour laquelle les Russes jettent à peu près tout ce qu'ils ont dans la bataille à Pokrovsk. C'est parce qu'il y a une volonté d'alimenter une espèce de narratif qui est que porté par la Russie, qui est que la victoire russe est inéluctable et qu'il vaut mieux signer la capitulation aujourd'hui, pour Kiev, plutôt que d'attendre 2 ans pour signer une capitulation qui viendra de façon inexorable. Et donc, effectivement, il y a une volonté côté russe. Mais il faut remettre les choses en perspective. Ça fait plus d'1 an que la Russie n'a pas pris une grande ville, je mets grande entre parenthèses, entre guillemets. Mais voilà, la Russie effectivement progresse sur le terrain, mais ne fait pas de grandes conquêtes de villes importantes. Et donc, mais il y a cette volonté de faire comprendre au monde, aux Occidentaux et à l'Ukraine qu'il faut absolument signer une capitulation de l'Ukraine aujourd'hui parce que l'armée russe gagnera quoi qu'il arrive. Et justement, ce genre de signalement, ce que vous disiez tout à l'heure, ce genre de signalement de la France à Moscou, c'est aussi de dire au contraire, il n'y aura pas de capitulation de l'Ukraine parce qu'on sera là pour l'aider quoi qu'il arrive. Avec cette affirmation de la part d'Emmanuel Macron, mais aussi de Volodymyr Zelensky aujourd'hui, c'est la Russie qui empêche la paix, un processus de paix digne de ce nom, de voir le jour. On écoute le président français. La Russie seule, aujourd'hui, fait le choix de poursuivre cette guerre et même de l'intensifier. Je rappelle que depuis le mois de mars dernier, vous avez avec clarté redit votre disponibilité à la paix et que, suite à des initiatives américaines soutenues par les Européens et au travail important que nous avons conduit ces derniers mois, tout est prêt pour la paix. La Russie seule s'y refuse. Et l'intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine est une preuve supplémentaire de cette agressivité et de ce cynisme. Tout est prêt pour la paix, dit Emmanuel Macron, Marie Gégaud. Mais voilà, quelle paix, avec quels sacrifices territoriaux acceptés par l'Ukraine ? Oui, il a raison, tout est prêt pour la paix. Le seul problème, c'est que Poutine ne veut pas la paix. Et il ne veut pas la paix parce qu'il a bâti un système qui est entièrement fondé sur la guerre, un mastodonte économique
fondée sur la guerre et qui ne peut pas l'arrêter. Par ailleurs, comme on l'a dit, il n'y a pas eu vraiment de victoire. Depuis 2022, quand même, les conquêtes sont très faibles. C'est du grignotage. Alors là, ça s'est amélioré pour eux, comme l'a dit Ulrich, parce qu'ils ont mis le paquet, là, 150 000 soldats sur Pokrovsk, et notamment l'unité intégrée de drones Rubicon, qui est vraiment, alors là, tape très très fort. Ils se sont beaucoup améliorés dans le brouillage, donc ils brouillent beaucoup les liaisons ukrainiennes. Ils ont coupé aussi des routes. Oui, c'est en effet la guerre à tout prix, juste pour essayer de gagner quelques kilomètres de ce Donbass absolument dévasté, invivable. Oui, c'est ce que j'avais vous demandé. Impropre à la vie. On imagine à quoi peut ressembler cette région aujourd'hui. Oui, par exemple, Pokrovsk était une ville de 60 000 habitants. Elle est aujourd'hui quasiment rasée. Il n'y a plus un bâtiment qui tient debout, ce qui fait que c'est aussi très difficile de la défendre. Donc il y a aussi des avancées sur la région de Zaporizhzhia, plus au sud. Ça aussi, c'est inquiétant, quelques petites avancées russes. Et on voit bien qu'en effet, les Ukrainiens manquent d'hommes, parce que quand il y a un problème sur un front, ils déplacent, ils envoient des hommes là-bas. Mais comment tenir un front qui fait aussi long, 1000 kilomètres, ouais. Ulrich Bouna, il y a encore des discussions de paix, des pourparlers il y en a forcément des informels, mais... Il y a, en tout cas, enfin, je ne suis pas trop le secret des lieux, mais il n'y a pas de discussion vraiment sérieuse. Il y a des discussions sur des points très précis, des échanges de prisonniers, par exemple. On a encore eu 1200 prisonniers de chaque côté. Enfin, il y a eu un accord, là, il y a quelques jours en Turquie. Mais par contre, effectivement, la dynamique qui avait été lancée par les Américains, qui visait à mettre un petit peu tout le monde autour de la table et à essayer d'obtenir un cessez-le-feu, quelles que soient les conséquences sur le reste. Il n'y avait pas vraiment d'idée de fond à long terme pour régler le conflit, mais il y avait une volonté d'arriver à un cessez-le-feu coûte que coûte. Cette dynamique-là, ce momentum, on sent bien qu'il est parti, que les Américains, visiblement, je pense, sont arrivés à l'évidence que les Russes ne veulent pas la paix. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont commencé à mettre des sanctions sur Lukoil et Rosneft. On verra si ces sanctions sont vraiment menées à leur terme. Mais donc voilà, donc il y a effectivement une prise de conscience générale que la Russie pose problème et ne souhaite pas s'asseoir de bonne foi à la table des négociations. Et tant que cette position du Kremlin n'aura pas changé, ce sera compliqué d'avoir des vraies négociations de paix ou des vraies discussions sur comment on pourrait s'arrêter, ne fût-ce qu'au moins à faire un cessez-le-feu. Oui. Alors on va, comme promis, se concentrer maintenant, il nous reste une dizaine de minutes, sur ce dossier qui fragilise Volodymyr Zelensky, Anne-Charlène, affaire Zelensky qui vient d'éclater. Et oui, alors je vais d'abord vous relater un petit peu les faits qui sont particulièrement impressionnants. On parle de l'affaire Energoatom, qui mettrait en lumière un système de détournement de fonds dans la compagnie d'État qui gère le nucléaire de l'ordre de 100 millions de dollars. Alors on ne s'arrête pas là, 2 ministres sont impliqués. Le ministre de la Justice, qui était l'ex-ministre de l'Énergie, et l'actuel ministre de l'Énergie, qui ont été immédiatement poussés à la démission, et un très proche du président Zelensky, en la personne de Timur Mindic, qui était le coproducteur de sa société de médias. Donc on voit bien que ça frappe très proche du président, et c'est donc cette personne qui est censée avoir orchestré le réseau. On parle, on va dire, de pots de vin de 10 à 15% qui auraient été versés par la société pour garder en quelque sorte son monopole sur la question du nucléaire. Donc ça pourrait apparaître comme une énième affaire de corruption dans le monde. Après, notamment les détournements de fonds qu'on a pu nous connaître en France, on se dit que voilà, mais finalement, il y a vraiment une charge politique qui est très lourde pour le président Zelensky. Alors, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ? D'abord par l'antériorité. On sait que l'Ukraine a longtemps été mise, on va dire, dans le même sac que la Russie quant à ces questions de corruption des oligarques, au point que les deux États étaient notés aussi bas par les organismes internationaux. Et ça, c'est vraiment un élément de l'honneur de l'Ukraine qui est particulièrement frappé dans son entrée dans l'Union européenne. C'est évidemment là-dessus que les négociations ont été les plus âpres. La Commission n'a rien lâché sur la question de l'état de droit, d'où d'ailleurs la création des 2 agences qui sont aujourd'hui au cœur de la révélation de cette affaire, le Bureau national anticorruption de l'Ukraine et le parquet
anticorruption spécialisée, le SAPO et le NABU, qui sont donc les deux éléments. On voit bien que dès 2014, il y avait quand même des éléments de travail, de fond qui avaient été faits sur cet élément d'anticorruption. Et puis, est-ce que ça dit de l'homme politique Zelensky? Alors c'est là, à mon avis, que réside l'essentiel du problème. C'est-à-dire que l'homme politique Zelensky se situe en effet dans un moment de sa vie politique où, on le sait, il est fragilisé par l'ennemi. Vladimir Poutine a même dit qu'en gros, il ne s'assierait jamais à une table des négociations où il figure, puisqu'il faut refaire des élections. Alors c'est vrai que techniquement, il est en fin de mandat, mais bon, on ne peut pas organiser des élections dans un pays en guerre. Et il y a aussi cette affaire de légitimité, on le sait, un ancien acteur de cinéma, avec cette idée aussi du costume de Donald Trump, qui veut dire quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas forcément au sérieux. Il y a ça, et il y a surtout cette affaire structurelle de la grande corruption, c'est comme ça qu'on en parlait, qui refait surface. Donc, on le sait aussi, l'été dernier, Volodymyr Zelensky a peut-être été maladroit en essayant de réduire les pouvoirs des agences anticorruption, en les soupçonnant d'ingérence russe, mais précisément, ça éclate dans l'opinion. On est obligé de retirer la loi, donc vraiment une situation de faiblesse pour le président. Alors, on conclut rapidement sur les risques pour lui dans cette affaire. Risque pour lui, évidemment, la conditionnalité des aides G7, Union européenne, qui repose sur l'idée de la probité. Alors, il a agi très vite, mais pour autant, voilà, l'affaire fait tache d'huile. Les opinions, évidemment, l'image d'un homme qui préfère la guerre qu'un taxi et qui s'affiche en costume militaire dès les premiers jours de la guerre, c'était quelque chose qui imprimait dans les opinions européennes. Si on perd cette bataille-là, l'Ukraine perdra gros. Elle peut perdre aussi l'opinion ukrainienne elle-même, avec cette idée finalement que tout va être retardé à cause de cette affaire. Donc il n'y a qu'à craindre une seule chose, c'est que cela alimente en plus le discours russe qui, de toute façon, essaye d'utiliser absolument tous les arguments pour pousser son ennemi à l'attrition. Oui, effectivement, pour l'affaiblir. Dorian qui nous écrit de Nice, merci à toutes et à tous de participer à notre émission. Est-ce que cette histoire de corruption pourrait démotiver des pays à aider l'Ukraine? C'est effectivement une dimension intéressante, David Cadier. Absolument. On parlait des sommes qui sont en jeu, elles sont énormes. Le fonds SAFE de l'Union européenne, on parle de 150 milliards d'euros. On a également parlé des situations politiques internes à l'Europe, où, par exemple, si je prends l'exemple de la République tchèque, Andrej Babiš vient d'être élu, en annonçant qu'il allait remettre en cause l'aide à l'Ukraine, notamment parce qu'il considérait que des entreprises se payaient sur la bête, si j'ose dire. Donc cet aspect va probablement effectivement être utilisé, mais c'est une question lancinante, non seulement pour l'aide à court terme, mais également pour savoir quel type d'Ukraine intégrera l'Union européenne dans plusieurs années, puisqu'elle en prend le chemin. Et donc, le Rigbin, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut quand même insister là-dessus. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quand même aussi le soutien d'Emmanuel Macron à ce Volodymyr Zelensky dans cette période particulière. C'est pas totalement neutre, quoi. Non, mais complètement. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que dans son discours, Emmanuel Macron, il a dit qu'il avait confiance. Et il a d'abord dit dans le peuple ukrainien par rapport à la lutte contre la corruption, et ensuite il a cité Volodymyr Zelensky. Et je trouve que c'est assez représentatif de ce qui se passe en Ukraine. Il faut bien comprendre que la lutte anticorruption en Ukraine, elle remonte effectivement au moins au Maïdan, et elle se fait en général contre la classe politique. C'est la société publique, société civile qui se mobilise, qui va effectivement manifester lorsqu'on essaye de retirer les pouvoirs du NABU et du SAPO, etc. Et donc effectivement, finalement, souvent les hommes politiques ukrainiens acceptent la lutte anticorruption un petit peu contre leur gré. Et donc c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, et les Européens ont parfaitement conscience de ça. C'est la raison pour laquelle déjà d'une part on soutient la société civile, et aussi d'autre part qu'on est extrêmement exigeant, les amis de Volodymyr Zelensky ou de n'importe qui d'autre, dans la lutte contre la corruption. Le pays a progressé. Le pays a progressé, mais encore une fois, peut-être un petit peu à l'encontre de sa propre classe politique, mais parce qu'il y a des institutions indépendantes et que les Européens n'ont rien lâché lorsqu'il y a eu les manifestations contre la tentative de reprise en main du NABU et du SAPO. Il y a eu les deux organismes anticorruption. Exactement, en juillet de cette année, c'est important, en juillet de cette année. Exactement, il y a eu, et puis c'était pas que Volodymyr Zelensky, il y a eu aussi une tentative de service secret, service de sécurité, le SBU ukrainien, de déstabiliser aussi ces deux agences. Donc il y a eu une pression populaire d'en bas, mais il y a eu aussi une pression d'en haut de l'Union européenne. Et on a revu encore ça il y a quelques jours. On a des discours diplomatiques de la part des principaux dirigeants de l'Union européenne. Ils ne vont pas mettre la charge sur Zelensky, mais il y a une volonté de dire à Volodymyr Zelensky, par exemple de la part du chancelier Merz, de dire il faut que l'Ukraine fasse tout ce qu'il faut pour lutter contre la corruption. Et donc c'est une façon aussi de faire comprendre à l'Ukraine que si elle veut commencer à ouvrir des chapitres d'adhésion à l'Union européenne, parce que c'est ça qui se joue dans les prochains mois, il va falloir mettre le paquet
sur la lutte anticorruption. Ouais, avec la question de la personnalité de Volodymyr Zelensky. Léandre qui nous écrit de Saint-Brévin-les-Pins. Si ses proches étaient au cœur du scandale, comment le président n'était-il pas au courant? Bon, c'est évidemment la question, Marie Gégaud, que tout le monde se pose. Oui. Et alors, je rajoute un élément. Il y a la pression interne de la population ukrainienne, vous nous l'avez dit, mobilisée depuis des années contre la corruption. Il y a ce que vous nous décriviez, c'est-à-dire comment Vladimir Poutine utilise évidemment ce type d'informations pour fragiliser Volodymyr Zelensky. Et donc derrière ça, est-ce qu'il sera un jour autour de la table des discussions, des négociations pour signer un éventuel accord de paix? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ne soit pas là, Volodymyr Zelensky? Difficilement, parce qu'il reste malgré tout le seul. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques ukrainiens qui aient son charisme et je pense que même si ce scandale, évidemment, crée beaucoup de mécontentement en Ukraine, il reste quand même l'homme de confiance, celui qui a mené le pays. Bon, alors on peut dire... rien n'est fini puisque la guerre risque de durer. Mais il y a quand même une grande confiance en lui. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, les organismes anticorruption ukrainiens ont quand même mené tambour battant cette enquête. 14 mois d'enquête, 1000 heures d'écoute. Donc, on peut leur rendre hommage, sachant que en Russie, où la corruption est 100 fois plus importante, ce sont les gens qui luttent contre la corruption qu'on met en prison, comme Alexei Navalny, qui d'ailleurs y a été tué. C'était pire que de le mettre en prison, parce que lui, son cheval de bataille, c'était ça aussi, c'était la corruption. Ouais. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 2-3 minutes. J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, puisque cette lettre d'intention qui a été signée, on a bien compris, il y a le temps, il y a l'urgence, bon, on l'a évoqué, et puis il y a le temps long, et donc la place qu'une armée ukrainienne pourrait tenir, David Cadier, dans un processus de défense européen, forte de ces, malheureusement, 4 années d'expérience de guerre. Alors, effectivement, je crois que la formule citée par le président, c'est que l'armée ukrainienne est la première ligne de défense de l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'après 2022, cette invasion a révélé une Russie non seulement agressive, mais également imprévisible, puisqu'elle a tenté d'attaquer un État sans avoir les moyens mis en œuvre. Donc l'inquiétude des Européens, c'est de se dire si elle est prête à faire ça en Ukraine, risque-t-elle de le faire sur d'autres pays européens? D'où l'intérêt, l'importance pour les Européens de soutenir l'Ukraine pour que l'Ukraine résiste à la Russie. Et la meilleure ligne de défense, effectivement, c'est l'armée ukrainienne. La fourniture d'armement est un des biais de l'aide européenne. Il y a également quelque chose qui a été discuté aujourd'hui entre les deux présidents, on n'a pas parlé, c'est la coalition des volontaires pour l'après-cessez-le-feu. Ça, c'est la perspective d'un cessez-le-feu. Ensuite, qu'est-ce qu'on déploie sur le terrain pour maintenir la paix, c'est ça? Voilà, pas pour maintenir la paix, pour dissuader une nouvelle attaque russe. C'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi la nouveauté dans la position française. L'accord bilatéral entre la France et l'Ukraine signé il y a 1 an, en février 2024, en fait, prévoyait de soutenir l'Ukraine si elle était à nouveau attaquée. Aujourd'hui, Paris cherche à dissuader une nouvelle attaque. Mais donc, dans cette dissuasion, en fait, la guerre arrive lorsque rien ne l'empêche. Et si une armée ukrainienne est suffisamment solide et forte pour dissuader la Russie, c'est pour ça que c'est le principal effort, à mon avis, des Européens, c'est d'équiper, d'entraîner, de régénérer cette armée ukrainienne. Oui, c'est aussi ce qui se joue et ce qui symboliquement s'est mis en place, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, tiens, une dernière question, on va terminer. Ça aurait pu valoir un chapitre, mais c'est pas grave, on va y consacrer 1 minute sur le rôle de l'Allemagne. Victor de Saint-Sébastien-sur-Loire. Pourquoi la télé? C'est donc nous. On a l'impression que la France est le grand sauveur de l'Ukraine, alors qu'on donne beaucoup moins que l'Allemagne, par exemple. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'Allemagne donne beaucoup plus que la France? Ulrich Bouna. Et puis ensuite, voilà, si on se place, si on fait un peu de géographie, la France, elle est encore un peu plus près de la Russie que nous, quoi. Enfin l'Allemagne. Mais oui, non, effectivement. L'Allemagne encore un peu plus près de la Russie. Donne effectivement plus en valeur absolue, on va dire. Oui. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine répartition des rôles. C'est-à-dire que la France, là, s'est positionnée sur l'aérien. On a le sentiment que les Allemands, eux, se positionnent beaucoup plus sur le terrestre. D'accord. Notamment avec l'entreprise Rheinmetall qui fournit des obus, des matériels blindés, etc. Donc il y a probablement, en fait, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Ukraine de demain, qui devrait être capable de repousser et de dissuader la Russie, c'est un gigantesque marché économique. Et donc, effectivement,
effectivement, si les différents États dont la France ne se positionnent pas, il y en a d'autres, les Allemands, les Danois, les Britanniques, qui eux se positionnent et qui ont déjà, le Rheinmetall a déjà construit des usines en Ukraine. Donc effectivement, il y a un énorme marché militaire. Merci beaucoup à tous et à bientôt sur Public Sénat. Marie Gégaud, on vous lit évidemment dans le quotidien Le Monde. À très bientôt. Merci encore.